Bonjour Richard Labbé, comment vas-tu? Salut, ça va très bien toi-même? Ben, ça va super bien. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de faire la petite entrevue avec moi. À la base, on va parler un petit peu de toi. De ce que j'ai pu comprendre, tu as commencé à être journaliste en 1995. Tu étais à la presse déjà à ce moment-là, mais au niveau des arts, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça. En fait, donc en 1995, il y avait un cahier à l'époque. Écoute, là, on est en train de reculer. Là. On est dans l'édition papier. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de personne qui lisait le journal sur son téléphone. Alors, c'était vraiment un format physique. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait donc, il y avait différents cahiers, différentes sections, puis il y avait une section qui s'appelait Sortir, qui était, là, j'essaie de me souvenir, ça paraissait à chaque jeudi, je me trompe pas. OK. Et c'était une espèce de prolongement de la section des arts où on offrait des suggestions, comme ça le dit dans le titre, des suggestions de sortie puis de consommation de culture, là, que ce soit de la musique, de la littérature, de la danse, là, peu importe. Et puis c'est ça, j'ai commencé là en juin 95 avec un texte qui parlait de soirées de musique gothique. Ah ouais, hein? Ouais, il y avait un bar sur Saint-Denis qui se spécialisait dans ces soirées-là. Alors, ça a été le premier texte qui a été publié, ça, dans le cahier Sortir en 95. Et puis après, je pense que j'ai dû faire 4 ans avec les arts et spectacles. Ouais, c'est ça, 4 ans avec les arts et spectacles. Donc, de cette année-là à 99, là, à peu près. C'était bien le fun. Écoute, je couvrais des spectacles à l'époque, c'était le Centre Molson. Je couvrais des spectacles là, des festivals, des choses comme ça, des entrevues avec des chanteurs, des artistes, des groupes. C'était pas mal de fun. Alors, ça a été 4 ans de pur bonheur. Donc, comment t'en es venu à diriger vers les sports après ça? J'imagine, l'intérêt était déjà là dans ta personnalité et tout ça, mais comment t'as fait le shift, comme on dit, pour aller au sport? Oui, professionnellement, c'est le directeur de la section des arts qui était Alain de Repentigny, un chic type, un excellent journaliste et un gars un peu comme moi qui avait les deux intérêts, les deux pôles d'intérêt. Lui, c'est un maniaque de musique, maniaque de Bruce Springsteen. Et puis, Ah ouais? et maniaque de sport aussi. Donc, lui, il chapeautait à m'emmener les deux sections. Puis à un moment donné, il est devenu directeur des sports. Et si je me trompe pas, en janvier, à peu près, là, 99, il m'a demandé de venir faire le show avec lui au sport. Donc, on se connaissait déjà. Puis, c'est ça. Il y avait donc, comme moi, il y avait les deux champs d'intérêt. Mais pour moi, ça a toujours été connexe. C'est deux milieux qui se ressemblent Mhm. beaucoup. Là. C'est des performances qui ont lieu aux mêmes endroits. Soit dans des arénas, soit dans des stades, C'est par vrai, c'est vrai. des gens de talent qui sont acclamés par 20 000 personnes. Ça se ressemble beaucoup. Des fois, tu as des égos monstrueux dans le hockey comme dans les arts. Donc, Ah. ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble énormément. Fait que pour moi, la transition elle était facile à faire. Puis encore à ce jour, ben là, pas maintenant, parce qu'évidemment, on regarde des matchs à la télé, mais à ce jour, si je suis avec les Canadiens, je sais pas moi, à Chicago, souvent la première chose que je fais, je regarde les sites spécialisés pour savoir qui est en spectacle à Chicago le jour avant le match, par exemple. Ah ouais, OK. Ah, c'est Et, cool ça. ouais, et mon chum, Jonathan Bernier du Journal de Montréal, a Mhm. les mêmes intérêts que moi. D'ailleurs, je pense que le dernier spectacle qu'on a vu avant la pandémie, le Canadien était à Philadelphie. Et puis, il y avait un groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle les Interrupters, qui fait du ska punk, vraiment le fun. Puis, ils étaient à Philadelphie la veille du match du Canadien. Ah ouais. On allait voir ça. Donc, moi, je fais encore ça maintenant. Ben, pas maintenant, parce qu'on peut plus, mais dans la vie normale, je le fais encore, puis j'aime bien ça.
On t'a connu, Richard, à 110%, là, pour ceux qui ont mis un visage sur le gars qui écrivait dans le journal. On t'a vu à 110%. Comment c'était de participer à cette émission-là? Puis, as-tu quelques anecdotes? Là, je te lance ça comme ça, mais tu sais, comment tu te préparais à faire un show comme ça? Ou est-ce que tu savais qu'il allait avoir des débats croustillants comme ça? Ah, c'était tellement le fun parce qu'il y avait... Écoute, j'ai l'impression que c'est pratiquement une autre époque. Je sais pas si aujourd'hui, si aujourd'hui ce serait possible d'avoir une émission qui avait... avec ce type d'impact-là. Parce que tu avais l'impression que tout le monde t'écoutait, toute la province écoutait ça. C'était fou, là, vraiment. Là, quand on faisait des émissions, le lendemain, on en entendait parler pendant toute la journée. Et beaucoup de gens nous reconnaissaient dans la rue et nous disaient « Hey, salut, hey, qu'est-ce que tu disais l'autre fois, 110%? » C'était spécial. À un moment donné, écoute, c'est drôle, là, il y a peut-être 5 ans, j'étais dans un avion, on revenait d'un match du Canadien, je sais plus trop où, puis en prenant mes affaires, il y a comme un gars de 25 ans qui vient me voir. « Hey, je t'écoutais à 110% dans le film. » C'est fou l'impact que ça avait. T'sais. On se préparait de manière, je te dirais, le producteur qui était un chic type qui s'appelait Éric Lavallée, qui est encore un ami aujourd'hui. Malheureusement, on se voit pas assez souvent, mais il nous appelait le matin. Hey, là, il est arrivé telle affaire, j'aimerais ça qu'on parle de ça à soir. Et puis là, ça partait. Il y avait pas de script en tant que tel. T'sais, on avait un sujet, on y allait. Et puis, des fois, il y avait des débordements, comme on l'a vu à l'occasion. Moi, je te dirais que le soir le plus, comment je dirais, spectaculaire, certainement, ça a été le soir des Costitines, là, quand on a su que la presse, le lendemain, publiait un gros dossier sur les liens des frères Costitines avec des membres du crime organisé. Moi, je me souviens, j'étais en onde, puis mon cellulaire arrêtait pas de sonner. J'avais des sur l'afficheur, des numéros de New York, des numéros de Toronto qui m'appelaient pour savoir ce qui se passe. Puis on était en onde, là, on était en direct. Là. C'était complètement fou. Cette journée-là, elle a été assez particulière, je te dirais. Mais c'était l'impact que ça avait. J'avais l'impression que tout le monde dans la province de Québec écoutait cette émission-là. C'est complètement fou. Pour un passionné de sport, j'imagine que c'est le fun d'aller te débattre aussi de ton intérêt, tu sais, de quelque chose qui t'intéresse au bout, avec du monde influent puis du monde connaissant comme ça à l'écran. Ça doit pas être une job tant que ça. Ça doit être, ça doit être assez le fun quand même. C'est pas le fun. C'est entre autres, il y avait... moi, quand j'étais petit... la Coupe Stanley qui m'a marqué, c'est celle de 1986. Parce qu'il y a personne qui s'attendait à ça, parce qu'il y avait un goaler de 20 ans qui faisait 135 livres, puis qui arrêtait tout. Puis, qui s'appelle Patrick Roy, pour ceux qui se le demandent. Ouais, exactement, exactement. Puis tu sais, moi, en 86, je devais avoir, j'avais quel âge? J'avais 14-15 ans. Tu sais, les gars de l'équipe avaient comme 50 plus que moi. La moitié des gars de 20 ans, là, des Claude Lemieux, des Patrick, des Brian Screwland, des Stéphane Richer, c'était à peu près c'est pas loin d'être des gars de mon âge. Puis, fait que je me suis complètement identifié à cette équipe-là. J'ai embarqué, j'étais allé à la parade. Fait que tout ça pour dire que à peu près 15 ans plus tard, je me souviens plus exactement, mais quand je me suis retrouvé sur le plateau de 110, après ça, l'attaque à 5 avec Jean Perron, qui était le coach, là, évidemment, de 86. Pour moi, c'était spécial, tu sais, parce que c'était, écoute, dans ma tête à moi, il n'y aura jamais rien qui va égaler, qui va parvenir à me faire oublier le printemps de 86. Puis Jean était le coach. Puis souvent, quand on était dans le maquillage, avant le tournage, je voyais Jean, puis on se racontait des affaires. Puis tu sais, c'était complètement fou. Tu sais, j'ai fini par écrire un livre. Ben c'est ça, j'allais en parler. Ça t'a amené à écrire justement l'équipe qui ne devait pas gagner. Ouais. Et donc, puis, beaucoup de gens a fait partie de ce cheminement-là parce que c'est souvent Jean qui me racontait des affaires. Puis j'ai dit, écoute donc, Jean,
j'avais pas ça, moi, telle affaire, puis telle affaire, puis ouais, il est arrivé ça, puis là, je voyons donc, comment ça qu'on connaît pas ça? Fait que ça m'a donné le goût d'écrire ces histoires-là que personne ne connaissait. Et une des choses que Jean m'avait raconté, d'ailleurs, le livre commence avec ça, c'est après la première période du match d'ouverture des séries contre les Bruins de Boston. En fait, les Bruins sont tout seuls sur la glace, sont dominants. Là. C'était une bonne équipe, là, Boston, cette année-là. Et je pense que Patrick avait fait, je ne me souviens plus, je pense que c'était 13 tirs contre 3, une affaire comme ça. Les Bruins étaient complètement dominants. Puis après la première, les gars du Canadien rentrent dans la chambre. Puis écoute, là, ça marche pas. Puis là, tout le monde s'engueule. Puis tout le monde se pointe du doigt. Puis à un moment donné, Chris Nyland a pris un bâton. Puis c'est commencé à se pogner avec Jean Perron. Puis Jean me raconte ça. Tu sais. Puis à un moment donné, Nyland, il a lancé le bâton comme une lance. Oh. Il est passé à 2 pouces de la tête. Puis là, écoute, ça aurait pu, tu sais, ça aurait pu complètement, la chaîne aurait pu débarquer, là. Puis Scribbler aurait pu faire planter 8-0 au forum ce soir-là. Puis dans le temps, c'était les 3-5 au premier tour. Puis ça aurait pu finir en 3 games pour Boston. Mais ça a viré de bord. Patrick a été complètement sensationnel. Je me souviens de ce match-là comme si c'était hier. Le Canadien a gagné. Et je sais pas, le Canadien a perdu combien de matchs après, là, mais je vais de mémoire, là. Ils ont gagné en 7 contre Hartford. Ils ont pas perdu souvent là, après ça, puis ça revirait de bord, puis Jean Perron me racontait ça, puis c'est souvent ça qui était le fun, c'était avant d'embarquer en ondes. Je faisais tout le temps la blague avec Éric Lavallee, qui était le producteur. On devrait enregistrer avant d'aller en ondes. Ouais. Parce que les gars, tu sais, les anciens racontaient un paquet d'affaires, puis c'était toujours super intéressant. Fait que 110% pour moi, ça a été des belles années. Puis tu sais, les gens, généralement aussi, je pense que ça a marqué une génération je te dirais. Ouais, ben ceux qui écoutent le 91.9 Sport, par exemple, à Montréal en ce moment, je pense qu'ils ont été habitués avec 110% à suivre justement l'actualité sportive de cette manière-là. Fait qu'ils doivent se retrouver un petit peu dans ces genres de stations sportives-là, là, à un certain point. Là. D'ailleurs, au 91.9, on a copié un peu le débat. Là, c'est rendu 109% et non 10%. Alors, on a perdu 1%. Oui, on a perdu 1%. Un petit clin d'œil à Jean Pagé, malheureusement, qui nous a quittés beaucoup trop rapidement. Mais je pense que c'est l'esprit de cette émission-là est resté avec les années. On a parlé justement du livre L'équipe qui ne devait pas gagner, mais tu as écrit 2 autres livres aussi que j'ai vus. Donc en 2011, tu as écrit Masque qui est intéressant, sachant que tu es un passionné d'art et de hockey. Donc là, j'imagine que tu as fait un petit peu le lien entre les deux facettes en discutant justement de l'art sur les masques de gardien de but puis tout ça. Et tu as écrit aussi en 2018 Le hockey pour les nuls, puis ça m'a fasciné parce que j'ai dit, coudonc, c'est-tu un livre officiel de la série, tu sais, pour les nuls? Fait que je te lance la question, mais comment t'en viens à écrire ça, un livre comme ça? Tu voulais vraiment, tu sais, montrer ou à enseigner ou à éduquer les gens sur le hockey, en fait? Ben, ça, comme tu viens de le dire, ça fait partie de la série pour les nuls. Okay. Donc, t'en as, je sais pas, là, ils ont dû en faire. Il y en a un méchant paquet surtout, là. Alors ça, c'est pas du tout, évidemment, c'est pas du tout mon idée. J'ai été approché, puis on m'a demandé ça te tente dessus, puis quand on m'a montré un petit peu le cheminement, bon, c'est un livre historique, ça me tentait. Alors, j'ai fait ça, mais c'était pas mon idée. Pour l'autre, le livre des masques, c'était pas mon idée non plus. C'est la maison d'édition Art Global qui m'a approché puis qui m'a suggéré d'écrire un livre sur les masques des gardiens de but. C'était pas mon idée, mais j'ai embarqué à 100 000%. Parce que ça m'a toujours fasciné. On a parlé de Patrick Roy. Patrick Roy, quand il a commencé, il avait un masque tout blanc. C'était bien ordinaire, mais dans son époque à lui, puis avant lui, il y a eu un temps, là, je te dirais, probablement à partir du milieu des années 70. Donc, tu sais, j'avais 5 ans, là, mais je me souviens de ça très bien. Les gardiens de but ont commencé à être super créatifs avec leurs masques. Tu sais, à l'époque, c'était des masques avec les trous comme ça. C'était pas des grilles comme aujourd'hui.
Donc, il y avait un peu plus de place pour mettre de la peinture, faire des dessins. Puis, il y a des gardiens de but qui étaient super créatifs, là, qui faisaient des matchs de fou. Tu sais, dans le temps, le hockey, c'était pas comme aujourd'hui. Tu avais peut-être un match sur 4 qui était à la télé. Tu avais un match par semaine qui était à la télé. Fait que ça passait pas souvent. Mais le samedi soir, quand tu voyais le Canadien, évidemment, il y avait Ken Dryden qui avait un masque spectaculaire. Puis moi, ce que j'aimais toujours voir, c'est OK, c'est qui l'autre goaler? Puis là, j'aimais ça voir c'est qui le masque de l'autre goaler. Puis ça me fascinait complètement. Il y a des équipes que je connaissais, j'associais des équipes à un gardien de but à cause de son masque. C'était entre autres, le livre commence comme ça. Je raconte l'anecdote là, que le premier match que j'ai vu, non, c'est pas le premier, mais le premier que je me souviens, en tout cas, là, vraiment, que j'ai vu, c'était un match en 78 entre le Canadien et les Kings de Los Angeles. À l'époque, les Kings étaient super mauvais. Là. Ça intéressait pas personne. Mais il y avait un gardien de but qui s'appelait Rogatien Vachon, qui avait un masque mauve avec des petites couronnes en haut des yeux. Puis ce masque-là me fascinait. Puis j'avais gossé mon père pendant un mois de temps pour aller voir jouer les Kings. Puis là, mon père était comme, voyons donc, pourquoi tu veux aller jouer? On va aller voir une autre équipe que ça. Là. Pourquoi tu veux pas aller dans le temps? T'avais les Islanders qui étaient bons, t'avais les Flyers qui étaient bons. Pourquoi tu vas aller voir jouer les Kings? T'sais? Ben écoute, mon père est allé, m'a amené avec ma mère voir une game contre les Kings de Los Angeles. C'était probablement pas son premier choix. Il a dit, garde, on va aller voir Rogatien Vachon. Fait que j'étais bien content, mais déçu parce que, les Kings ont fait jouer Vachon, mais le Canadien a fait jouer Michel Larocque, qui avait une grille blanche super plate. Fait que ça a ruiné. Michel Larocque jouait comme 8 games par année à peu près. Fait que ça mais je peux te comprendre parce que j'ai vécu même genre d'anecdote. Ma mère travaillait pour les Caisses Desjardins puis il organisait un voyage par année à aller au Forum. Et moi, j'étais un fan de Patrick Roy. J'étais gardien de but. J'étais un fan de Patrick Roy. Je suis arrivé là puis c'est pas lui qui gaulait. Un voyage par année puis c'était pas lui qui... C'était-tu Pat Jablonski? Oui, c'était Pat Jablonski contre les Blues de Saint-Louis. Je vais m'en souvenir toute ma vie. T'es tombé comme moi, Jablonski devant gauler 8 par année à peu près. Exact, ouais, c'est le même type. C'était intéressant au bout. Je te lance sur la saison du Canadien un petit peu. On va parler du Canadien tant qu'à t'avoir avec nous là. Est-ce que la saison du Canadien, pour toi, en étant comme journaliste sportif, est-ce que ça te satisfait selon ce qu'on croyait que le Canadien allait faire en début de saison? Est-ce que le Canadien est là où il devrait être selon toi à peu près? Ça, c'est une bonne question. Écoute, c'est dur de répondre parce qu'au début de la saison, si tu regardes la manière que l'équipe jouait en janvier, c'est sûr que présentement, c'est décevant. Parce qu'en janvier, tu avais l'impression que l'équipe allait probablement finir au moins au premier rang. Et là, on commençait déjà à voir, là, ils vont faire combien de tours, puis ils sont équipés pour faire les séries longtemps, puis tout ça. Là, maintenant, ils sont en train de se battre pour une place en série. Ils devraient en obtenir une. Donc, c'est décevant. C'est une saison qui est bizarre, qui est en 2 temps pour le Canadien. Il y a comme eu un départ canon. Et là, depuis ce temps-là, on va se le dire, c'est beaucoup plus difficile. C'est un bon match sur 3. On dirait qu'il y a une séquence présentement. Un bon, un mauvais, un pas pire. Le pas pire, ça bascule souvent dans la colonne des défaites. Alors, c'est une équipe qui est difficile à juger, je te dirais, présentement. Mais en même temps, tu regardes la fiche présentement de l'équipe, puis bon, l'équipe a la fiche qu'elle mérite. On peut pas parler vraiment, les blessures, regarde, tout le monde en a, là. On va arrêter ça tout de suite. Puis d'ailleurs, le Canadien a été longtemps épargné par les blessures cette saison. Mais j'en reviens pas de voir à quel point c'est pas la même équipe quand Gallagher débarque. Ça, c'est, puis j'ai tout le respect du monde pour ce gars-là. Mais en même temps, Brendan Gallagher, on s'entend, c'est pas non plus Connor McDavid. Je suis estomaqué de voir à quel point c'est pas la même équipe quand lui est pas là. C'est peut-être plus dans l'attitude, plutôt que les performances au niveau de Brendan Gallagher, là, quand on compare à McDavid, justement. Là. J'ai l'impression que c'est une locomotive. Il tire tout le monde.
Puis quand lui n'est pas là, ben, tout le monde est au ralenti. C'est vraiment étrange. Il y a un ascendant sur l'équipe, c'est fou. Encore une fois, je pense pas que Gallagher est un joueur de premier plan. T'sais, on peut pas le mettre dans la même phase que McDavid puis Sidney Crosby puis ces gars-là. Mais c'est incroyable l'influence qu'il a sur tout le monde. C'est contagieux. En même temps, on pourrait me dire, ben oui, mais pas gagné souvent de Coupe Stanley avec Gallagher non plus, puis ça c'est vrai, mais quand même, c'est pas la même chose quand il est pas là. Il y a quand même plus de chance avec que sans lui, en fait. Moi, j'ai expliqué un petit peu le fait que le Canadien a eu un bon début de saison par les mouvements de Bergevin. Tu sais, Bergevin qui est allé chercher Anderson, je pense qu'il a rebâti ou qui a remodelé l'équipe à l'image de la Ligue nationale, de la rapidité, des gros, tu sais, des bons joueurs, de la rapide, tout ça. Et présentement, j'ai comme l'impression qu'il a comme dévié de son plan de match pour faire jouer ou aller chercher les gars les plus lents, les plus gros, tu sais, Eric Stahl, Perry qui joue fréquemment, tout ça. Penses-tu que c'est un peu là le shift, là, où est-ce que ça se passe au niveau des performances? Écoute, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui se passent présentement. Tu sais, on parle beaucoup des buts parce que c'est une équipe qui a eu de la misère. Tu as parlé d'Anderson, de Foley, mais après eux, c'est une équipe qui a de la misère à marquer des buts. Je sais pas vite de même, j'ai l'impression que la moitié des buts viennent de ces deux gars-là. Après ça, il y a énormément de gars qui marquent pas. Ça, c'est une chose. Moi, je pense que je te dirais que devant le filet, bon, là, il est pas là présentement, mais clairement, Carey Price a fait des performances en deçà des attentes cette saison. Il y a certainement plusieurs défaites qui sont attribuables pas juste à lui, mais par le passé, Carey Price réparait beaucoup d'erreurs de ses défenseurs. On dirait qu'il le fait plus, ou en tout cas beaucoup moins souvent. Ça, pour moi, c'est un gros facteur. La deuxième chose, c'est le déclin de Shea Weber. Shea Weber qui joue un style de jeu qu'on n'a peut-être jamais vu vraiment. On voyait déjà par le passé, il y a eu quelques occasions dans les dernières saisons où on se sentait un peu épuisé. Mais là, cette année, sérieusement, là, c'est très difficile pour lui. Puis là, je viens de te nommer deux gars qui comptent pour pas loin de 25% de la masse salariale de l'équipe. Et c'est sûr que si ces gars-là ne fonctionnent pas au niveau que tu penses qu'ils doivent fonctionner, le Canadien peut pas vraiment gagner. T'sais, on peut bien parler de Jake Allen qui est arrivé et qui a fait des bonnes performances. C'est vrai, là. Mais tu sais, t'as besoin encore de Carey Price, t'as besoin encore de Shea Weber, jusqu'à temps que tu décides qu'ils font plus partie de tes plans, puis tu les as plus ici, mais là, ils sont ici. Alors, tu as besoin de ces deux gars-là, puis au mois de mai, c'est pas vrai que les Canadiens vont avancer si ces deux gars-là sont ordinaires. Mais parlons-en, tu vois ça comment, justement? Je pense que c'est assez clair qu'ils vont faire les séries, là, à moins d'une catastrophe dans les 8 derniers matchs de la saison, là, des 9 derniers matchs. Comment tu vois ça, cette équipe-là, entrer en série? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de momentum, là, on s'entend, le Canadien surfe pas sur une vague là, qui va les amener en série avec de la confiance. Tu vois ça comment, premier tour des séries contre les puissants Maple Leafs, possiblement? Ouais, écoute, c'est bizarre. J'ai l'impression que le Canadien pourrait surprendre Toronto. Je pense que ça pourrait arriver. Les Leafs devant le filet, pour moi, il y a encore des points d'interrogation. Puis la pression que les Leafs vont avoir aussi, là, ça va être incroyable. Là. Ouais. Et tu sais, cette saison, j'ai pas senti dans les matchs contre Toronto très souvent que le Canadien était complètement déclassé. Malgré le fait que les Leafs sont probablement 5 attaquants ou en tout cas 5 joueurs de premier plan. Des joueurs comme ça, là, des Matthews, des Marner, le Canadien en a pas. Là, mais c'est ça, devant le filet, puis à la ligne bleue, il y a des doutes, je pense. À un moment donné, les Leafs ont fait un bout de chemin avec un gardien de but de 29 ans que personne qui était un gars de la Ligue américaine, mais là, à un moment donné, tu peux pas espérer des miracles constamment. Alors, je pense que le Canadien aurait des chances contre Toronto. Après, je pense que ça risque d'arrêter là. Mais tu sais, c'est une équipe qui... tu sais, le Canadien, je sais pas si tu as vu le match là, je mélangé dans mes journées, là, mais le mercredi dernier à Edmonton, le Canadien a gagné.
Et Weber a joué peut-être son meilleur match de l'année ce soir-là, en tout cas un de ses meilleurs. Regarde ce qui s'est passé ce soir-là à Edmonton. Là. Pour que le Canadien gagne, tu as besoin de ce que tu as vu ce soir-là à Edmonton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire gardien de but solide, défenseur efficace, les attaquants, les 4 trios qui fonctionnent, qui génèrent des chances de marquer. Le problème, c'est que tu peux-tu faire ça tous les soirs? Là, tu as besoin de tout le monde. T'sais, le Canadien n'est pas comme, justement, là, on vient de parler de Toronto. Toronto, ils peuvent se faire tirer par 2-3 gars, puis si tu as 15 autres gars qui font rien, ça paraît peut-être un peu moins parce que tu as 2-3 gars qui tirent tout le monde. Le Canadien n'a pas ça. Alors, le Canadien a besoin de tout le monde. Et le match que tu as vu mercredi dernier contre Edmonton, es-tu capable de faire ça à tous les soirs pendant 2 mois de temps, puis te rendre au mois de juillet? Là? Ça va être difficile. Ouais, c'est ça. Ça prend tout le monde en même temps qui se dirige dans la bonne direction. En terminant, je te demande tes impressions. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais j'allais juste dire, puis le problème qu'on a à Montréal, c'est, on a parlé tantôt de 1986. Il y a certains, puis je pense que c'est normal quand tu as une équipe qui a un historique, mais je trouve que les gens s'accrochent beaucoup à « Ah, mais on a déjà vu ça auparavant. » En 93, on s'attendait à rien. Puis en 96, on s'attendait à rien. Puis en 71, on s'attendait à rien. C'est vrai qu'on a déjà vu ça auparavant. Mais si tu regardes attentivement ces équipes-là, tu regardes entre autres l'équipe de 86, là, je veux dire, t'as combien de futurs membres du Temple de la Renommée là-dedans, ou des gars qui commençaient puis ça a fini, qui ont eu des carrières de fous. 93, même affaire. Je sais pas si tu as ça maintenant chez le Canadien. Je pense pas. Alors, il faut falloir... ça va prendre une série de circonstances quand même hallucinantes. Ça va prendre Carey Price, regarde. Ouais, c'est ça. Ça va. Des performances sans tête, comme on dit. Ouais. Je termine, je te pose une dernière petite question. Tes impressions sur le premier match de Cole Caulfield avec le Canadien, est-ce que ce gars-là, c'est l'avenir de la formation? Ben, écoute, 2 choses. Premièrement, il n'a pas paru dépassé par les événements. J'ai pas senti que Cole Caulfield avait pas d'affaires là. Mm-hmm. Ça, c'est bon. Souvent, avec ces jeunes-là, il y en a des fois que tu vois et tu dis, ouf, là, ça va un peu trop vite pour lui, puis ouf, c'est un peu trop gros pour lui. Mm-hmm. J'ai pas senti que c'était le cas pour Cole Caulfield. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai aimé de lui, j'aime son audace. Puis ça, le Canadien n'a pas des joueurs comme ça. Il y a eu un jeu où il était dans le coin, complètement dans le coin de la patinoire. Il s'est levé à la tête, il a vu un espace de 3 mm par-dessus la tête du gars-là. Il a décidé qu'il prenait le pied pareil. Il y avait probablement en bas d'1% de chance de marquer de cette position-là. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça un attaquant comme ça. C'est un gars qui a un flair pour le filet, que lui, là, s'il est capable de scorer du parking, là, il va lancer du parking. Ouais. Moi, j'aime ça. Ça en prend. Le Canadien n'en a pas des joueurs comme ça. Le Canadien a un paquet d'attaquants qui, souvent, on a parlé de Toffoli tantôt, Anderson. Oui, c'est vrai, on a des bonnes saisons. Mais le Canadien a besoin de joueurs comme ça, des gars confiants, des attaquants de premier plan, de talent, des gars qui ont des mains exceptionnelles, qui sont capables de lancer de n'importe où, puis que ça va être dangereux. À un moment donné, il a fait la même chose, je pense, son premier tir du match. Il est arrivé sur l'aile. Il a pris un tir d'un angle restreint, mais ça a donné un gros retour, puis ça a donné une chance de marquer à Philippe Danault, qui a sauté sur la rondelle. Le Canadien a besoin de joueurs comme ça. Puis honnêtement, le Canadien, je sais, le plafond salarial, c'est compliqué, mais regarde, trouvez une façon, là, sortez-le pas du line-up, laissez-le là, il a besoin de jouer. Dans les estrades, il va rien gagner, il va rien apprendre. Dans la Ligue américaine, pas sûr qu'il va apprendre grand-chose non plus, surtout pas cette saison, parce qu'il n'y aura même pas de série de toute façon. Mm-hmm. Alors, moi, Cole Caulfield, honnêtement, je suis, moi, le genre à mettre les freins, là, puis à dire, calmez-vous. Là. Ouais. C'est correct. Puis je suis pas en train de te dire que Cole Caulfield va devenir un gars de 50 buts, mais il a un talent et une audace que bien peu de joueurs chez le Canadien possèdent.
Définitivement. Écoute, merci Richard. C'était vraiment le fun de te jaser. On sent la passion juste à t'écouter, puis ça nous donne le goût de regarder le prochain match. Ça tombe bien, il y en a un qui s'en vient. C'est ça, exactement. Ce soir, gros match contre les Leafs d'ailleurs. Peut-être justement une prémonition vers le premier tour des séries. Donc, à suivre ce soir. Et on continue de te lire dans la presse fréquemment. D'ailleurs, tu fais un travail exceptionnel. Donc, continue ton bon travail, puis on aime bien ça te lire, mon Richard. Merci à vous autres, puis merci de m'avoir accueilli ce matin. Merci Richard. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.